Vous avez donc décidé à Attaque de lancer notamment une pétition après le nouveau classement de Forbes qui dévoile le classement des milliardaires. Vous dites aujourd'hui il faut faire payer aux profiteurs la crise avec des mesures d'urgence, avec une fiscalité plus juste pour répondre aux enjeux sociaux et écologiques. C'est-à-dire? Alors, d'abord, c'est le principe, quelque part, profiteur-payeur. C'est-à-dire, donc d'abord, c'est l'idée de faire payer les plus riches, qui sont ceux qui ont vu leur richesse le plus augmenter pendant la crise. Donc les 1% les plus riches, en le faisant de manière progressive sur le patrimoine. Donc une contribution exceptionnelle, mais qui durerait plusieurs années, puisqu'il y a quand même... aujourd'hui, on s'attend à 450 milliards de trous, dont acte. Donc on va d'abord faire payer ceux qui ont profité de cette crise, à savoir les 1% les plus riches, et les très grandes entreprises, puisque ce serait aussi une contribution selon les bénéfices réalisés par les entreprises. Et donc évidemment, les bénéfices supplémentaires. Donc ça va s'attaquer en premier lieu, évidemment, à des entreprises comme Netflix, Amazon, etc. Parce qu'on s'est rendu compte qu'ils se sont enrichis pendant la crise. Bien sûr, ils ont, ou même Sanofi, qui a versé des dividendes bien plus importants à ses actionnaires, tout en licenciant, en recevant des aides publiques. Donc on a eu des plans de relance qui étaient favorables aux entreprises, aux propriétaires, aux grands industriels, mais qui étaient aussi polluants. En partie, voilà. Alors, il n'y a pas eu que le problème du plan de relance français, qui n'était pas du tout assez axé sur les services publics, sur la demande des classes précaires. Voilà, ça c'est clair. Même si, voilà, il y a des mesures qui étaient nécessaires, et notamment pour les petites et moyennes entreprises, mais sans doute c'était pas assez focalisé justement sur les petites et moyennes entreprises. Ça a quand même bien arrosé les très grandes entreprises. Et en plus, effectivement, sans conditionnement social et écologique. Bon. Ouais, parce que l'écologie, on a un peu l'impression que c'est le grand absent, finalement. On a oublié de parler d'écologie dans tous ces plans. C'était quoi? C'était une relance effrénée du modèle capitaliste, finalement, plutôt que du modèle, d'un nouveau modèle du monde d'après, dont on a fait la publicité pendant des mois. Je rappelle juste, Emmanuel Macron, il a déclaré lors d'une allocution télévisée le 14 juin 2020, « Notre priorité est d'abord de reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire ». Oui, évidemment, c'est le verdissement du discours, le vernis. Ce soir-là, il annonçait un plan de relance de 100 milliards d'euros, donc 40 milliards issus du plan d'aide européen. Voilà, alors après, il y a des études, y compris du ministère, des évaluations qui ont été faites. En fait, c'est peanuts, vraiment focalisé sur l'écologie. Bon. Ça, c'est une première chose. Donc oui, et la deuxième chose, c'est que la fameuse loi climat qui était censée être, vous avez vu, qui vient de passer, fameuse loi climat qui était censée répondre à tout ça, et évidemment... aussi les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Exactement, qui est très au rabais, alors que cette Convention citoyenne pour le climat, d'un certain nombre de citoyens tirés au sort, est arrivée à des conclusions, je trouve, ambitieuses, très intéressantes, éclairées, mais qui ont subi maintenant le fameux filtre d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Et donc, on se retrouve avec une loi totalement au rabais, qui est aujourd'hui décriée par tous les organismes ou les organisations un peu sérieuses sur la question. D'ailleurs, à l'époque, donc toujours en juin 2020, il avait déclaré aux citoyens, Emmanuel Macron, le temps est venu d'agir, de placer l'écologie au cœur du modèle économique. Oui, que dalle. Mais ce qui est intéressant, alors, je pense que la politique d'Emmanuel Macron est de pire en pire, c'est le jour d'après en pire. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'abord qu'il se passe d'autres choses ailleurs. C'est le cas aux États-Unis, avec Joe Biden, même si ce n'est pas la révolution, mais n'empêche qu'il y a vraiment un changement de cap, que n'épouse pas du tout le gouvernement en France, mais qui est vraiment vers l'idée d'un Green New Deal, même si on peut le trouver insuffisant. Il y a quand même un vrai changement de cap sur à la fois la redistribution sociale et sur la transition écologique, avec des investissements de long terme et une politique, entre guillemets, un peu keynésienne, à nouveau décidée en faveur de cette redistribution, d'investissements publics, en faveur de la transition agroécologique. Je dirais que le deuxième aspect positif, selon moi, positif, qui peut être porteur d'espoir, c'est que justement, les gens, en France, ailleurs dans le monde sans doute aussi, se sont rendus, j'espère en tout cas, ont conscience que d'abord on peut changer très vite nos manières de produire et de consommer, c'est-à-dire en un rien de temps, en fait, en une période très courte,
on a fortement réduit notre empreinte écologique au moment du confinement, ce qui veut dire aussi qu'on peut, on peut changer les choses assez rapidement, à condition de décisions fortes. C'est-à-dire qu'il Voilà. faut aussi revoir nos besoins, il faut produire, consommer moins. Voilà, alors, Autrement. C'est autrement, moins au niveau global. Et décider aussi quelles sont les activités essentielles. Exactement. Alors, après, voilà, on n'aura pas d'autre choix qu'une diminution de la consommation énergétique et matérielle à un niveau global, en tout cas en France. Je veux dire, si tout le monde consomme comme un Français moyen dans le monde, c'est la catastrophe, encore pire qu'aujourd'hui. Donc, c'est absolument pas, on a une consommation absolument pas durable au niveau global. Mais évidemment, ceux qui ont à réduire leur consommation, c'est avant tout les plus riches, en fait. C'est eux qui ont l'empreinte écologique la pire. Et puis, évidemment, à côté, vous avez aujourd'hui toute une population qui est en précarité énergétique et matérielle. Donc, il ne s'agit pas pour tout le monde de réduire. Mais vous voyez bien le lien avec la question sociale, quoi. C'est-à-dire que réduire les inégalités de richesse, c'est déjà aussi aller dans le sens de ce changement de mode de consommation. Ne serait-ce que parce que ce sont les plus riches qui, par leur mode de consommation, tirent tout le monde vers un modèle complètement insoutenable. Voilà. Et oui, par contre, il faudra... en fait, on n'a pas plusieurs dizaines d'années, on a quelques années pour bifurquer totalement sur le plan des modes de consommation et de production, en acceptant de diminuer cette consommation à un niveau global. Je nuance selon les classes sociales, parce que je vois bien, par exemple, mes camarades syndicaux, à juste titre, dire « Ah, mais attention, il y en a qui sont dans la précarité énergétique matérielle. » Oui, ce n'est pas eux qui vont réduire. Mais en l'occurrence, oui, il va falloir globalement réduire le nombre de vols et les distances de vols aériens. C'est pas la tendance. Pardon ? C'est pas la tendance. Il y a eu 7 milliards d'aides à Air France, justement en juin 2020. Alors, ce qu'on aurait pu décider, par exemple, c'est qu'on réduise fortement, on aille vers une réduction du trafic aérien, vers une réduction du trafic automobile, de la construction des routes. Aussi des plans de relance. Voilà. Alors, vous allez me dire, la réponse, évidemment, vous avez des syndicats qui répondent, bah oui, il y a des emplois. Bah, par exemple, on aurait pu appliquer la semaine de 32 heures, voire de 30 heures, d'ores et déjà dans ces secteurs-là, à emploi à revenu constant. Ben voilà, pourquoi pas déjà appliquer cette politique de partage du temps de travail déjà dans ces secteurs qui ont besoin de réduire leur activité. Et puis ensuite, il faut, et c'est ce qu'on dit avec la plateforme Plus Jamais Ça, il faut absolument prévoir une transition de ces emplois et de ces secteurs vers d'autres secteurs de transition écologique. Alors c'est le transport ferroviaire, qui n'est absolument pas soutenu aujourd'hui par le gouvernement. C'est le transport ferroviaire, c'est tout le secteur du recyclage des déchets, c'est le secteur des énergies renouvelables, de l'agroécologie, etc., où là, on peut créer des millions d'emplois, faire des centaines de milliers d'emplois, sans compter les services publics et tout un tas de secteurs de services qu'il faut absolument développer en faveur des besoins sociaux, les crèches, les écoles, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Et ça, c'est à empreinte énergétique très faible. Donc vous voyez, mais là, il faut réfléchir sur 10 ans, sur 20 ans. C'est un peu ce sur quoi commence à s'engager Biden, par ailleurs. Hein. C'est ça un vrai Green New Deal. C'est qu'est-ce que dans 5, 10, 20 ans, quel secteur il va falloir décroître et quel secteur il va falloir faire croître pour une transition écologique et sociale. C'est la question de la planification industrielle, finalement. Voilà, planification industrielle et écologique plus globalement, parce que ce n'est pas que l'industrie, c'est aussi développer certains services. Et effectivement, développer certaines industries, mais pas le développer tout azimut. Réfléchir le développement de l'industrie pour relocaliser, c'est vrai, une partie. Parce que, évidemment, si vous importez, vous pouvez avoir une empreinte très faible en faisant tout produire à l'étranger, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, c'est la question aussi de la relocalisation industrielle, mais qui ne doit pas se faire n'importe comment. Voilà. Justement, d'ailleurs, en parlant de la relocalisation industrielle, il y a un peu moins d'un an, vous aviez à Attaque sorti ce petit livre. À l'époque, vous donniez un petit peu les pistes pour répondre à cette crise. Presque un an plus tard, finalement, là, tout ce qu'on vient de dire, on n'a rien retenu, quoi. En France, non. Ouais. Voilà. Après, je suis convaincue que les rapports sociaux vont se tendre entre le gouvernement et une partie d'élites économiques et politiques qui ont intérêt à cette politique en service des plus riches, et de l'autre, une partie de la population
qui voit bien quand même que cette crise profite aux plus riches, que la faiblesse des services publics a été mortelle, au sens propre du terme, que cette politique du gouvernement est mortelle au sens propre du terme, et tous les errements, le fait que les fractures sociales ont été exacerbées. La crise, finalement, est révélatrice d'une politique de casse sociale et écologique. Et j'ose espérer, et même j'en suis convaincue, que ces rapports sociaux vont se tendre et que... voilà, alors qu'est-ce que ça va donner? Ça peut donner le meilleur comme le pire. Hein. Ça peut donner l'extrême droite, qui est aux portes du pouvoir, ou une droite dure, Macron, New Look, autoritaire, identitaire, hein, ce vers quoi il s'achemine, comme ça peut donner un changement de braquet vers la transition écologique et sociale. Mais enfin là, tout ça pose la question par ailleurs. Vous parlez de relocalisation écologique et solidaire, Ouais. parce que finalement, en fait, c'est la réindustrialisation des secteurs essentiels, c'est la relocalisation, c'est ça qui est vert, qui est écologique aujourd'hui. Il faut relocaliser. Enfin, on l'a vu, il y a eu la question des masques pendant la crise. Ouais. On allait chercher les masques en Chine, alors qu'on pouvait les produire en France, mais on n'avait pas les usines. Et en fait, ce qui est écologique, c'est de pouvoir les produire en France. D'abord, par exemple, je rappelle, par exemple, il y a une coopérative de masques, par exemple, qui n'a pas été soutenue par le gouvernement. Par exemple, une entreprise comme la Chapelle Darblay, qui fait du recyclage de déchets pour produire du papier, carton, etc., aujourd'hui n'a pas de soutien du gouvernement et risque de fermer. Donc, par ailleurs, il y a des industries aujourd'hui qui sont dans la transition écologique et qui ne sont pas soutenues par le gouvernement. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on peut produire et il y a des entreprises qui peuvent le faire. Donc, enfin voilà, c'est parce que par ailleurs, le gouvernement a fait croire que c'était pas possible. Bien sûr que c'était possible. Et ils auraient pu, dès le début de la crise, investir massivement pour permettre de réorienter la production de certaines entreprises vers les masques, enfin la production de masques, de tests, etc. Ça n'a pas été fait. On n'entend plus beaucoup parler de cette revendication. Depuis, le gouvernement a redressé la barre. Il a ramené en France certaines des productions essentielles. Ah bah non. Non, et c'est vrai que vous avez raison, il y avait tout un débat autour de la relocalisation, dans une partie, une frange intellectuelle, je ne sais pas, ou médiatique. Bon, on parlait plus... compris au gouvernement. Et le gouvernement l'a repris, a senti le vent. Hein. Et aujourd'hui, c'est enterré, quoi. Parce que finalement, cette crise, c'est un peu le symbole de la mondialisation, ce qui s'est passé. Ouais, mais cette économie hyper mondialisée. Oui, ne serait-ce que, effectivement, parce ça a montré qu'on était extrêmement dépendant de biens essentiels produits ailleurs. Par exemple, l'essentiel des médicaments, vous savez, vient de quelques grands pays asiatiques sur les médicaments essentiels. Enfin bon, on pourrait faire comme ça une longue liste. Ça a montré aussi à quel point la très grande intensité des flux touristiques, d'échanges, etc., faisait qu'une pandémie prenait, par rapport à il y a un siècle, une dimension internationale très très rapide. Ce qui interroge aussi sur ce modèle-là, y compris les échanges de marchandises. Hein. Et puis voilà, surtout, ça a été révélateur, y compris dans des pays riches comme le nôtre, de l'incapacité de nos services publics à faire face à ce type de crise, quoi, parce qu'on a massacré les services publics depuis plusieurs dizaines d'années, quoi. Mais du coup, c'est quoi qu'il en coûte? Il fallait quand même, on avait besoin, il fallait le faire, parce que justement, tout à l'heure, on disait, vous parliez des emplois. C'est vrai qu'on risquait de perdre des emplois, mais bon, en même temps, tout ça, ça a eu un coût. Aujourd'hui, il faut le rembourser, il fallait le financer. Oui. Il a eu raison, Emmanuel Macron, de Alors, quoi dire... qu'il en coûte, oui. Sauf que c'était quoi qu'il en coûte financièrement, mais pour ne pas répondre aux problèmes sociaux et écologiques. C'est ça le problème, c'est que le quoi qu'il en coûte a servi, in fine, à enrichir énormément les plus riches, et n'a pas servi à la transition écologique, et n'a pas servi à soutenir les classes les plus précaires. Voilà. Ni à développer des services publics qui pourtant sont essentiels pour faire face à la crise aujourd'hui. Donc le problème, c'est l'utilisation de ces fonds. Il fallait faire du quoi qu'il en coûte, mais pas pour faire ce qu'il a fait. On voit très bien la logique. C'est ça la stratégie du choc. C'est venir nous dire après, ça va venir, le discours il va monter, regardez, on a plusieurs centaines de milliards d'euros de dettes en plus qu'il va falloir rembourser, donc vous allez être bien gentils, vous allez accepter notre loi assurance chômage, notre loi sur les retraites, etc. C'est-à-dire tout le projet dont rêve Emmanuel Macron depuis le départ, c'est-à-dire casser ce qui reste de droits sociaux et de protection sociale en France, quoi. Voilà. Et pourtant, il y a eu un plan, il y a eu un commissariat au plan avec François Bayrou. Justement, c'était au moment du plan de relance, c'était aussi c'était au moment où on parlait de la relocalisation, etc. C'est pour ça, finalement, on n'entend plus beaucoup parler de François Bayrou et de son commissariat.
Il n'y a eu aucun plan. La planification dont vous parlez, c'est, enfin, je veux dire, au gouvernement aussi, on parle de planification. La planification Ouais. dont vous parlez, c'est pas du tout la même et elle n'a jamais été concrète. Au Ça, c'est gouvernement. l'enfumage. Mais Emmanuel Macron est très fort avec ça, hein. D'ailleurs, c'est en partie grâce à ça qu'il a gagné, grâce à tout un discours. Il sait s'adapter aux attentes du moment par un discours mensonger, en fait, hein, en balançant des mots, planification, relocalisation. Du greenwashing aussi, à ce moment-là. Voilà, il se saisit de la Vernis question sur l'image. écologique, il se saisit de la question de la relocalisation, il se saisit de la question de la planification, pour finalement ne rien faire, ou pire, des fois, l'utiliser pour servir son propre agenda, qui est pour moi clairement un agenda pro-riche, qui se concrétise par les chiffres que vous avez mis en avant, quoi. Pour Voilà. conclure cet entretien, parce que là, on est plus ou moins au 3e confinement. Je dis Ouais. plus ou moins parce qu'il ressemble quand même pas beaucoup au précédent, mais on fait face toujours aux mêmes enjeux, aux mêmes problématiques. Et là, dans cette période de crise, il va falloir construire de la solidarité. De la solidarité concrète, mais pour moi, il va falloir aussi construire des luttes sociales et écologiques qui permettent de renverser, ou en tout cas de renverser le rapport de force, en tout cas de peser bien davantage face à ce gouvernement. Et puis ensuite, sur le plan électoral, il va falloir aussi qu'il y ait un projet politique qui permette aussi de contrer de manière, sur un plan écologique, social et démocratique, ce qui est aujourd'hui mis en œuvre par le gouvernement. Donc c'est sûr qu'on a une immense lutte idéologique, culturelle, du côté des mouvements sociaux, mais aussi du côté des forces politiques électorales à mener, qui est immense, mais alors il y a sans doute quelque chose qui est ressorti dans cette crise, c'est le besoin de radicalité, pour moi. À gauche, pour être clair. À gauche et dans la gauche écologique, on va dire ça. Donc du côté de la gauche et de l'écologie, c'est l'idée, en tout cas nous dans Plus Jamais Ça, où il y a une tonne d'organisations syndicales associatives, c'est vraiment, y compris des grandes organisations, peut-être qui n'étaient jamais arrivées à une vision aussi systémique, de système. C'est vraiment l'idée qu'il faut s'en prendre aux racines même du système. On n'est plus à discuter d'une mesure à la marche, quoi. Vous parlez même de capitalocène, j'ai vu, Ouais. pour parler de notre époque. C'est pas évidemment dire il faut mettre à bas le capitalisme. En tout cas, il faut rencontrer les dynamiques profondes, celles de l'exploitation. Parce qu'on voit bien que la politique aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est plus seulement une politique néolibérale. C'est vraiment la logique profonde du capitalisme, c'est-à-dire l'exploitation toujours plus importante du travail, de l'humain et du vivant au service des profits du capital.